Bienvenue dans le podcast « Il est temps de vivre ». T'en as marre de ta situation, t'as l'impression que tu pourras jamais t'en sortir, quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue, eh ben mes invités, ils vont te prouver le contraire, que oui, c'est possible de s'en sortir. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir James. Bonjour James. Bonjour Audrey, je suis ravi d'être là avec toi pour ce podcast dont j'adore le titre. Je trouve ça génial. C'est ce que je te disais juste avant qu'on commence. Je trouve ça juste génial. Donc en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les gens qui, pour cette première saison, qui viennent dans mon podcast, c'est des gens que je choisis parce qu'à un moment, ils ont impacté ma vie ou ils l'ont marqué. Et en fait, tu as impacté ma vie parce que sans le savoir, on avait un truc en commun, c'est que toi, tu étais dans les forces de l'ordre et moi, j'étais secouriste bénévole. Et en fait, tu as fait un truc que moi, j'ai jamais osé faire. Tu es partie des forces de l'ordre parce que ça ne correspondait pas à tes valeurs. Et moi, en secourisme, j'ai vu plein de fois où ça ne correspondait pas à mes valeurs. Mais moi, je voulais y rester pour changer le truc, tu vois. J'étais en lutte. Et du coup, tu vois, ça m'a ouvert un monde en me disant, mais en fait, James, c'est génial, il a su dire stop parce que ça ne correspondait pas à ses valeurs à lui. Il y avait des forces supérieures quoi que je puisse penser ou faire ou croire, ça ne changerait rien. Donc voilà ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, pour moi, ça a été vraiment une ouverture à tiens, je ne suis pas obligée d'accepter ce qui ne me paraît pas correct. Et je peux aussi en partir. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors, je crois que ça, on a compris. Je suis un ancien policier qui s'est reconverti dans le coaching. Je suis aussi un expert dans un art martial japonais qui est très ancien, qui a à peu près 900 ans, qui s'appelle le ninjutsu, qui est l'art des ninjas. On a tous entendu parler des ninjas. Alors, il y a une vraie philosophie derrière, et cette philosophie est basée sur l'idée de retrouver le mouvement naturel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là, c'est que par extension, c'est retrouver notre véritable nature. C'est un art martial qui est très lié à la compréhension des mouvements de la nature, du changement. Et donc, du coup, moi, ce que je fais aujourd'hui dans mes coachings, c'est que j'essaie d'inclure toute cette philosophie, cette vision du monde, cette façon de penser. Il y a aussi un côté très puissant au niveau de l'état d'esprit. Et donc, j'inclus ça aussi. Je crois que les gens ont besoin de renforcer leur mindset, comme on dit souvent. Et dans cet art martial, on a aussi l'idée que la forme est moins importante que le fond. Et donc, du coup, dans ma pratique du coaching, pour moi, la forme est moins importante que le fond. Donc, je vais toujours chercher dans la profondeur des choses pour essayer de chercher l'origine des problèmes et non pas, comme on fait très souvent en coaching, amener des solutions rapides, immédiates. Je le fais aussi, mais j'essaie surtout d'aller chercher quelle est l'origine du problème pour vraiment aider les gens dans la profondeur. C'est ma vision, quoi. Voilà. Donc, je cherche plus la transformation que la connaissance. Donc, est-ce que tu peux nous partager cette situation que toi, tu as vécue qui a fait que d'une certaine manière, certains n'aiment pas le mot, mais tu étais victime de la situation. En tous les cas, tu la subissais. Est-ce que tu peux nous la partager? Et puis ensuite, je te poserai les questions. Bien sûr, avec plaisir. Moi, j'ai subi quelque chose qui était… si on me voit de l'extérieur, à ce moment-là, si on me voyait de l'extérieur, on me dit c'est pas possible. C'est-à-dire que mon contexte était que j'étais policier, formateur de policiers, et expert dans un art martial, et je me suis retrouvé face à face avec une jeune fille avec qui je me suis mis en couple, qui était policière aussi, qui travaillait avec moi, et qui s'avère être une perverse narcissique. Et cette perverse narcissique, eh bien, au début, moi, j'étais en train si tu veux, de bien gérer le début de la relation, et puis à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, il faut être gentil avec moi, et tout ça. Donc, j'ai commencé à changer un peu ma posture, et à partir de là… je me suis mis en posture basse, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai commencé un peu à subir. Et puis, elle a renforcé la problématique en étant vraiment à l'écoute de ce que moi, j'avais besoin à ce moment-là. J'avais divorcé quelques années avant et ce que je voulais, c'était reconstruire ma vie, faire un bébé, racheter une maison. Et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on va acheter une maison, on a visité des maisons, on parlait de faire des bébés, etc., etc. Sauf qu'en même temps, elle me faisait… rembourser ses crédits, payer ses dettes, payer tout ce qu'elle avait à payer. Je me suis retrouvé à ne plus avoir de maison, à aller vivre avec elle. Donc là, c'était encore plus compliqué parce que j'étais carrément prisonnier. Et cette idée de subir, j'ai un exemple qui est assez marquant là-dessus, qui est ce fait qu'elle me disait qu'elle avait des problèmes d'argent alors qu'elle n'en avait pas forcément, mais
Elle dit, c'est ce qu'elle disait. Et c'est moi qui faisais les courses. Et on faisait pour deux, plus de 300 à 400 euros de courses par mois pour la bouffe. Donc, des fois, je me disais, mais bon, bref. Et quand j'ouvrais le réfrigérateur pour prendre, je sais pas, un yaourt ou je ne sais pas quoi, elle me disait, ah non, 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 mais ça, c'est à moi, c'est pour moi. Donc, non, on prend pas. Et moi, je me sentais super mal avec ça, tu vois. Je ne savais pas, mais attends, mais c'est moi qui paye les courses, je ne peux pas prendre le yaourt. Non, non, c'est les miens, c'est les miens. Prends les autres, enfin, tu vois. Et donc, du coup, je subissais ce truc, mais c'était horrible ce genre de choses, cette sensation. Tu as l'impression de vraiment, excuse-moi de l'expression, hein, je ne sais pas si ça passe dans le podcast, mais d'être émasculé presque, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vraiment, tu perds. Et en fait, c'est ça, toute la stratégie du père narcissique, c'est d'effacer ton identité. Et toute mon identité que j'avais construite depuis des années était en train de s'effondrer. Et j'avais vraiment la sensation de subir. J'avais aucun pouvoir en fait sur la situation en réalité, vraiment aucun. Ça, plus toutes les demandes qu'elle me faisait, dès qu'elle me demandait quelque chose, je lui offrais. Toutes les semaines, je lui offrais des bijoux pratiquement. Je te dis, j'ai remboursé ce crédit. Enfin, que des choses où j'avais cette sensation de subir. Et c'est aller même plus loin que le fait de subir. C'est aller jusqu'à l'humiliation. Je peux te raconter mon humiliation si tu veux. Parce qu'en fait, je trouve que c'est important que tu partages ton expérience parce que souvent, on parle des hommes pervers narcissiques. Oui. On en parle, alors ça, on en entend parler, mais il y a aussi des femmes et vous aussi, vous en souffrez. Et je pense que c'est important de le dire et de vous donner la parole aussi. C'est pas que dans un sens. Je te remercie de le faire d'ailleurs. Je te remercie de le faire parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup les hommes, mais en fait, il y a aussi beaucoup de femmes. Et en fait, elles ont des atouts, on va dire, qui font que on peut plonger facilement aussi. Et c'est pareil de l'autre côté, il y a des atouts qui sont différents, mais il y a aussi des forces. Et d'ailleurs, j'en ai créé quelque chose que j'ai appelé des activateurs de cette expérience. Et donc, effectivement, je te remercie de le faire et il faut se rendre compte de ça aussi, oui. Même si on est des hommes forts, eh bien, on peut plonger dans ce genre de situation. Donc, je reviens à mon histoire d'humiliation. Je trouve ça très humiliant ce qui s'est passé, mais là, je te le raconte puisqu'on est là dans cette idée de ce que j'ai pu subir. J'étais parfois en colère contre cette personne parce qu'en réalité, je trouvais que c'était quand même pas normal. Il y avait une autre partie de moi qui refusait, mais il y a une autre partie de moi qui acceptait et qui subissait. Donc, je me rebellais parfois. Et un jour, avec les collègues de la police, là, je me suis un petit peu rebellé dans le poste. Et donc, le samedi qui suit, on fait une petite soirée entre amis. Donc, on est dans un endroit où on peut manger et danser à la fois. Il y a plein de personnes que je connais et que je ne connais pas, évidemment. Et donc, je me lève à un moment donné, je dis, les gars, excusez-moi vraiment ce qui s'est passé, je suis désolé, je suis sorti de moi, et voilà, je m'excuse auprès de vous et je m'excuse aussi auprès de toi. Et j'avais une bague que j'avais achetée quelque part pour me faire pardonner. Ce n'était pas une demande en mariage, mais c'était, je dis, vraiment, excuse-moi, tu vois. Et elle est assise là, je me mets à nous devant elle, je sors la bague, en disant vraiment, je suis désolé d'avoir fait ça. Je ne sais plus si c'était une bague ou enfin, c'était un bijou. Je suis vraiment désolé ce qui s'est passé, ça ne se reproduira plus, etc., etc. Derrière elle, une femme regarde la scène et quand je lui dis ça, elle me dit, mais en fait, je ne veux pas ta bague. Devant tous mes 20 collègues de travail, toutes les gens, et cette femme qui me regarde. Et donc, elle fait, non, non, mais ta bague, tu la gardes, je m'en fous, moi, tu vois. Et donc, en fait, la femme derrière moi s'est mise à pleurer parce qu'elle a vu tellement que j'ai été humilié de ça devant toutes ces personnes qui me regardaient pour m'excuser. Elle avait vu certainement ce que j'avais dit avant. Elle m'a mis plus bas que terre. C'est-à-dire que je pouvais, si je sais pas, je pourrais plus être sous un tapis, c'était pareil, tu vois. Donc, en fait, tout le monde s'est rendu compte de ça. La personne qui ne me connaît pas s'est rendu compte de ça à tel point que ça l'a fait pleurer. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai quand même, malgré tout, après cette humiliation, continué. Et en fait, quoi que je fasse, même si je vais lui décrocher la lune, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aller jusqu'à des trucs comme ça. Alors, il y en a plein d'autres exemples, mais c'est aller jusqu'à des choses comme ça, quoi. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment à quel moment tu choisis de reprendre le pouvoir, de plus subir, de sortir de cette position de victime. À quel moment? À quel moment? Alors, bon, en termes de timing, c'est à peu près un an et demi, je crois, c'est comme ça. C'est juste avant de te parler du moment où j'ai repris le pouvoir, je vais peut-être te parler du moment où j'ai perdu le pouvoir. C'est exactement ce moment que je t'ai expliqué tout à l'heure, où elle me dit, mais avec moi, il faut être gentil. Donc, en fait, elle m'a conditionné pour que je change mon état d'esprit. Donc, ça, c'est à ce moment-là que moi, j'ai aussi perdu mon pouvoir. Et à quel moment je l'ai repris? Je l'ai repris parce qu'une partie de moi était quand même en train de se rebeller contre ça. Et surtout, je l'ai repris parce qu'un jour, elle me dit, mais, tu sais, tu devrais aller voir un psy. Parce que tu es fou. Bon. Et en fait, il y a un truc en moi qui me disait, bon, je vais y aller.
parce que je ne pense pas que je sois fou, mais par contre, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Donc, je vais aller voir cette personne. Alors, ce n'était pas un psy, c'était un gars qui faisait des thérapies brèves. Et donc, j'explique ma situation à ce gars. Il me dit, mais en fait, monsieur Bim, là, vous avez affaire à une perverse narcissique. Et là, il m'a expliqué ce que c'était qu'une perverse narcissique. Et d'un coup, ça s'est allumé, tu vois. D'un coup, j'ai fait, ouf, ah ouais, il se passe un truc là, ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, mais là, je comprends. Et à partir de là, donc, on a fait un petit travail très rapide avec cette personne là-dessus. Et donc, le fait de ramener à ma conscience que c'était une perverse narcissique, ça m'a redonné du pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était fou ça quand même, c'est que dans l'heure qui a suivi, je l'ai revu. Et quand je l'ai vu, j'ai vu, ça c'est dingue, j'ai vu sur son visage, et dans ce qu'elle disait, la manipulation. C'est-à-dire que je voyais le regard, je voyais le petit mouvement, le micro-mouvement du corps qui me manipulait, je voyais ce qu'elle me disait, que c'était la manipulation. Et à ce moment-là, j'ai fait OK. Alors moi, je me rappelle maintenant de qui je suis, du coup. Parce que je me rappelle que je suis un ninja. Et les ninjas, tu ne peux pas leur faire à l'envers, tu vois. Donc, c'est moi qui vais te le faire à l'envers. Dans ma tête, ça a fait ça. Conseil que je ne donne pas aux personnes qui sont en relation avec des pervers narcissiques, parce que c'est très dangereux de le faire. Il faut vraiment être très solide. Et moi, je savais que j'étais solide. Une fois que je me suis souvenu de qui j'étais, si tu veux, je me suis réancré. Et donc là, c'est moi qui ai commencé à retourner la situation. Je ne rentre pas dans le détail de ce que j'ai pu faire, mais ce retournement de situation a fait que j'ai pu me libérer d'elle. Et en fait, la clé de ça, c'est que je me suis souvenu de qui j'étais, premièrement. Et deuxièmement, c'est que je me suis reconnecté à ce qui était vraiment important pour moi, c'est-à-dire mon art martial, ma vision du monde. Ouais. Donc, du coup, on va dire que la personne ou l'événement, le mot qui a créé le déclic, c'est ce fameux thérapeute qui a créé le déclic. Et la première action, du coup, alors, est-ce que tu considères que se réancrer à soi-même, c'est ça? Ce serait quoi la première action que tu as mis en place après ça? La première action, après, tu veux dire, après m'être souvenu après de le qui j'étais ? déclic, ouais, après le Après moment le où tu déclic, reprends ton pouvoir, là, tu vois, tu as le déclic. C'est quoi la première chose que tu fais pour sortir de ça? C'est ce que je t'expliquais, c'est-à-dire que le déclic a été donné par cette personne. Le truc, ça a été que je me suis souvenu de qui j'étais. Et la deuxième chose que j'ai fait, je me suis reconnecté véritablement à ce qui était important pour moi. Et du coup, j'ai mis des stratégies pour retourner la situation. Alors, concrètement, c'était la mettre, elle, dans une posture de faiblesse pour que moi, je puisse reprendre la distance avec elle. Et du coup, après, j'ai réussi à me libérer et la quitter. Tu vois, c'est ce genre de choses que tu voulais que. C'est ça que. Ouais. Et du coup, dans ce processus, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, ça a été, je crois, mais ça n'a pas duré longtemps parce que je pense que j'ai un bon mindset. C'est de me dire, mais comment c'est possible qu'un mec comme toi a vécu ça? Donc, pendant ça n'a pas duré des jours, mais quelques temps, je me suis posé la question, mais comment c'est possible? Comment ça t'est arrivé à toi? Et il y a eu ça, et il y a eu le fait de vraiment avoir le courage, de vraiment prendre cette décision quand même, tu vois, parce qu'il comme il y avait des forces, je veux dire que je ne voyais pas, qui me poussaient vers elle, il a fallu être capable de se battre contre ces forces-là. Donc il y a eu ces deux. Est-ce qu'il y avait dans ce que tu dis au début un sentiment de culpabilité envers toi-même ou de honte? Peut-être le mot me paraît fort, te connaissant, je pense pas, mais je sais pas, peut-être. Quand tu dis pourquoi moi, mais je pense que c'est pas les termes. Non, c'est pas de culpabilité, pas de honte, mais vraiment une interrogation. Comment quelqu'un comme moi, mais quand je dis ça, ça pourrait être prétentieux, mais comment quelqu'un comme moi, qui a de l'expérience dans les arts martiaux, dans la police, dans tout ça, qui connaît les gens, qui connaît l'esprit humain, qui connaît les travers les plus sombres de l'humanité à travers le travail que j'ai pu faire et la manipulation. Le pire, c'est que je connais la manipulation à travers le ninjutsu. Mais je me suis malgré tout fait manipuler. Donc, c'est plus... comment ça se fait, quoi, tu vois, voilà. Et après, c'est de là que tu as créé ces fameux activateurs qui expliquent pourquoi c'est dur de partir, parce qu'en fait, tu es activé constamment par celui d'en face qui te dit bah, viens, regarde, je vais activer ça. Et puis ce bouton-là, et en fait, c'est comme s'il avait la télécommande, il fait ti, 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 et puis il fait un petit peu ce qu'il veut que toi, quoi. Et il fait exactement ce qu'il veut, oui. Et du coup, dans ce processus, qu'est-ce qui a été facile? Un truc facile? Un truc facile? Un truc kiffant, ça a été de voir elle dans la posture de faiblesse, et un truc facile, en fait, ça n'a pas été si facile que ça, mais je vais trouver un truc facile, bien sûr. Un truc facile, en fait, c'était ce qui a été facile pour moi,
ça a été vraiment de jouer sur des leviers psychologiques de manipulation, donc, parce que je le connaissais. Et donc, ça a été facile pour moi de la retourner à ce moment-là. Ouais, je crois que le plus facile pour moi, ça a été ça, c'est de voir son jeu et de retourner son jeu. Mais encore une fois, je vous le répète, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont avec des peurs narcissiques, je vous garantis, ne jouez pas comme ça. Il faut vraiment être capable de le faire. Un conseil qu'on peut donner, je pense que tu valideras ou pas. Moi, je n'ai pas eu d'expérience avec des pervers narcissiques. Pour autant, j'ai accompagné des personnes qui ont eu des relations avec des pervers narcissiques. Alors, quand on est parent, on ne peut pas appliquer ce conseil-là, ou dans une certaine mesure, c'est une fois que tu pars, tu coupes tout contact et tu ne parles plus, parce qu'à chaque fois que tu vas parler, en fait, le pervers, il va être content, il va être réalimenté, le ou la pervers va être réalimenté, il va kiffer, ça va être orgasmique pour lui, en fait, parce qu'il sent qu'il a encore le pouvoir. Donc, en fait, la meilleure solution, c'est de couper toute relation. Et quand on est parent et que c'est le papa ou la maman de notre enfant, la recommandation que moi je donne, parce que c'est aussi le but du podcast, on va dire, de donner des trucs et astuces, c'est de limiter au maximum les conversations et de ne pas rentrer dans le jeu où l'autre, il va provoquer exprès pour enclencher, il va activer. Et plus vous rentrez dedans, plus lui, il gagne. Plus vous lui faites kiffer. Exactement. Alors, pour te dire la vérité, je suis d'accord avec toi sur le fait de couper les ponts. Dans la majorité des cas, c'est possible, ça se fait. Moi, ce n'est pas exactement mon cas, parce que comme je suis encore en relation avec des personnes de la police, il est arrivé une fois ou deux qu'on fasse des soirées et qu'elle soit là. Tu vois. Et effectivement, cette personne a cette tendance de temps en temps à faire un petit rappel, ce qui est normal puisque le pervers narcissique, il essaie toujours de voir s'il peut nous toucher. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est ça. Mais si ce n'est pas possible, il faut vraiment, la première chose que j'accompagne quelqu'un qui fait là-dessus, qui est victime d'un pervers narcissique, je dis victime, mais qui est en relation avec un pervers narcissique, c'est d'avoir de la conscience du corps. Parce qu'en fait, la première chose qui réagit, c'est le corps. C'est-à-dire que si cette personne vous envoie un message, le corps va réagir à votre tête et vous allez vous jeter sur le téléphone. Donc, vraiment avoir une conscience de ce qui se passe dans votre corps et dans les sensations corporelles, c'est vraiment l'écoute du corps, parce que lui, il va réagir en premier. Et du coup, être capable de gérer ça, être capable de gérer effectivement l'émotionnel qui arrive et surtout ne pas donner de levier, de point d'appui sur lequel s'appuyer. C'est un peu ce que tu disais aussi, et rester très factuel. Et voilà. Et dès lors où il y a une émotion, où il y a le corps qui est trop engagé, donc la sensation physique, le mouvement du corps qui s'engage, là, c'est compliqué. Donc, effectivement, si on n'a pas le choix, il faut développer ces stratégies-là. J'observe comment réagit mon corps, j'apaise ça, j'apaise les émotions. Je fais peut-être même un travail sur moi parce que des fois, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a des réactions complètement naturelles avec ça. Et du coup, il faut aller chercher. Et surtout, ne pas rentrer dans le jeu, comme tu le disais. Mais c'est vrai que la meilleure stratégie, c'est d'en couper les ponts. Quand tu peux. Si tu l'as au boulot tous les jours, tu ne peux pas. Tu vois. Est-ce que l'entourage, il a été clé dans ce processus ? Non, l'entourage, avant, il n'a pas été clé parce qu'en fait, l'entourage, on ne l'écoute pas quand on est là-dedans. Mon meilleur ami est venu me chercher un soir, mon père est venu me chercher un soir parce que c'était vraiment chaud. Et en fait, on s'en fout, on y retourne. Mais une fois que tu as pris conscience, une fois que tu as repris ton pouvoir, est-ce que l'entourage, il a été clé dans ce que tu as créé ? Oui, tout à fait. Oui, il a été clé et j'ai créé un nouvel entourage en réalité. C'est-à-dire que j'ai créé Alors, bien sûr, j'ai gardé mes amis les plus importants, mais j'ai créé un nouvel environnement pour ne pas me retrouver seul aussi, pouvant être, je veux dire, une forme de fragilité vis-à-vis d'elle, même si je savais que je ne l'aurais pas, mais c'était possible. Donc, j'ai créé un autre environnement avec des amis. Je sortais beaucoup, je faisais des choses, je m'amusais. Et du coup, ça m'a permis de ne pas retourner là-dedans aussi. Tu vois, donc, l'environnement, le contexte, c'est aussi très important. Et l'environnement, ma famille aussi a été d'un soutien, évidemment. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a marqué, prévue ou fortuite, en dehors du thérapeute dont tu nous as parlé, dans ce processus ? Mon ex-femme. Génial, j'adore. Ouais, parce que quelque part, c'est quelques mois après, je me suis mis avec elle. Et quelque part, elle a été très à l'écoute de ça. Elle m'a aussi protégé un petit peu de la situation. Et c'est aussi, dans un second temps, en tout cas, elle qui m'a permis de sortir de ça.
Et ça Génial. a fini en mariage. Voilà. Bon, après, un divorce, mais ça, c'est la vie, Ça, c'est les histoires de... Pour autant, je trouve que c'est intéressant, tu vois. bien sûr. Est-ce que cette situation t'a permis de créer une opportunité? Ben, des tas. Sans ça, je ne serais pas là. Je ne serais pas en train de faire cette interview avec toi. Donc, ça a créé tout un tas d'opportunités. Ça m'a permis de prendre des décisions et de trouver le courage de prendre la décision de quitter mon travail pour me lancer dans le coaching. Ça m'a permis de tirer une leçon de ça et d'en créer quelque chose pour aider les gens qui étaient dans cette situation, mais pas que, parce que ça aide aussi les gens dans d'autres contextes. Ça m'a permis de développer mon activité, d'être là avec toi aujourd'hui, comme je te le disais, mais ça m'a aussi permis de renforcer encore plus mon état d'esprit, ma vision du